quelques notes qu'on se remet en route. Alors, on vient de se remettre en route après le village de Buironfosse, si je dis pas de bêtises, enfin si ça se prononce bien comme ça. On s'est fait un arrêt dans un bar pour boire un café chaud parce que évidemment je n'ai pas bien géré le matériel, ce qui fait que j'ai un réchaud, j'ai une bonbonne de recharge, mais les deux ne s'emboîtent pas l'un dans l'autre, ce qui fait qu'on n'a pas de quoi faire chauffer. Donc ça fait 2 jours qu'on mange froid et hier il a fait assez froid, donc c'est agréable de pouvoir boire quelque chose de chaud. Et ce qui est chouette, c'est que dans ce petit village-là, en plus il y avait une épicerie qui nous a permis de recharger un peu en termes de nourriture et de ne plus être que aux graines, au pain sec et à l'eau. Non, donc voilà, ça l'occasion de faire une nouvelle journée, en plus sous le soleil, là ça va être parfait. Les mésaventures de Polo qui essaye de franchir une rivière en filoutant et qui finit par se détremper tout le pantalon et se viander dans la rivière. Aux joies. Enfin un pont qu'on va... Enfin, un cours d'eau. Enfin un cours d'eau qu'on ne va pas galérer à traverser. Ah ouais. Quel bonheur. La civilisation, il y a trop de bon. Alors on en aurait un peu chié quand même. Hein. Oh, quoique, il y a l'air d'avoir un gué là-bas. Vas-y, on le traverse là-bas. Allez. Salut. Un petit hôtel avec des statuettes. Hop là. On repart loin de cette table des géants. Putain, mais... Franchement, j'adore le petit ponton et tout là. La vue est vraiment cool. Tiens, il y en a un autre derrière.
Ah, c'est Godefroy. Godefroy, il peut t'enculer en Godefroy de Montmirail. On arrive sur un village, le village de Doran. On va pouvoir le traverser et puis voir un peu à quoi ça ressemble, mais j'ai l'impression qu'il y a deux églises. Peut-être avoir l'occasion d'aller en visiter une des deux, si elles sont ouvertes, bien entendu. Les églises en Thiérache, elles ont toutes un certain charme. Bon, là c'est pas le plus joli des côtés. On va essayer d'aller voir à l'intérieur. Hop. Alors, est-ce que c'est ouvert? Pas du tout. Quand je dis que les églises dans le coin, elles ont un certain charme, c'est le côté brique et... voilà, on voit pas bien, mais... non, on voit rien. Il y a une croix qui est dessinée avec des briques un peu grises. Ça, c'est rigolo. Est-ce que tu comprends pourquoi je te disais qu'il fallait marcher sur deux rangs? Quand je dis que les églises dans le coin ont un certain charme, côté tout en briques, c'est chouette. Eh ben non. Alors, on entame la progression en suivant le canal du Sambre, de la Sambre à l'Oise. On va voir un peu ce que ça donne. C'est agréable d'être un peu en bord de l'eau. Surtout qu'il y a la Sambre juste à côté. C'était en fait le Noirieux, ce petit cours d'eau. Voilà un joli nid de dragons des marais. Il y a des compagnons sur la route. Ouais. Voilà, la pêche est faite. Après une petite lessive, j'ai retrouvé ça accroché à mes fringues. Voilà, donc maintenant on peut faire une lessive et pêcher en même temps. Cool. Bon, la nuit a été bonne. On a réussi à se trouver un bon spot juste à côté d'une église. Bon, il y a un bordel parce qu'on a sorti toute la tente, mais voilà. Donc on était à l'abri du vent. Kermiton, est-ce que tu as bien dormi, toi? Ah oui, 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 moi j'ai bien dormi. Bon voilà, Kermiton aussi a bien dormi, apparemment. Voilà, donc on va se remettre en route. C'est génial, ce matin je pars avec des chaussettes sèches, en espérant que je ne vais pas faire comme hier et tomber dans une petite mare d'eau, un petit ruisseau qu'on va traverser. Et, parce que j'aimerais bien garder les pieds au sec toute la journée. Bon, c'est beau de rêver, mais j'y crois moyennement. Non mais il n'y a plus rien qui va, hein. Quand tu es en rando, tu te fais des lessives dès que tu peux, et tu mets ça à étendre sur ta tente le soir. Alors qu'on était en train de partir, on a vu une machine à pain qui était juste en face de l'église, là où on a dormi. Et du coup on voulait se faire un achat et on a trouvé notre bonheur. Et là, on ne savait pas comment ça marchait. Donc il y a deux jeunes qui partaient à l'école qui... salut toi! Qui nous ont montré. Et on a essayé. Enfin, on a essayé. Surtout en fait on s'est rendu compte que la carte ne marchait pas. Donc on est reparti, tout dépité. Et puis alors qu'on faisait la route tranquillement, on s'est rendu compte que gling, gling, mais attends, c'est quoi dans ma poche? C'est des pièces de monnaie. Donc du coup en fait on avait assez. Donc
Le copain est parti en rechercher pour qu'on puisse manger quelque chose de bon ce matin. Le bonheur, il est simple comme un pain au chocolat. Oui. Voilà, aujourd'hui, le bonheur, il est simple comme ça. Hier, c'était le soleil. Avant, c'était le vent. Salut, loulou. Chut, chut, chut. On mord pas. Oh, tu regardais comme si j'avais pas le droit de faire une photo. T'es tout doux. Oh là 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 là, je te vois venir. Tu n'auras pas mon pain au chocolat. J'en ai deux pires que toi à la maison. Je voulais profiter d'un petit moment d'image simple pour revenir un peu sur les troubadours, sur qui sont les troubadours, parce que je n'ai fait que les évoquer rapidement hier. Alors les troubadours, dans l'imaginaire collectif, c'est un personnage qui est un peu un amuseur public et qui va faire des spectacles avec de la musique. Après, il y a une part de réalité, mais pas que. En fait, le troubadour, c'est d'abord et avant tout un compositeur. C'est quelqu'un qui va écrire des chansons de gestes et qui va créer en fait des œuvres. Et après, seulement, ces œuvres vont être jouées. Alors, soit elles peuvent être jouées et mises en scène par le troubadour lui-même, soit il y a une troupe de battleurs, d'acrobates, etc., qui vont incarner les personnages de la chanson de geste qui a été écrite par le troubadour. Donc oui, toujours troubadour dans Languedoc et trouvère en Languedoc. Sachant qu'il existait aussi des troubadouresses. Alors, la forme que les troubadours utilisaient lorsqu'ils composaient une chanson, c'était une forme avec des vers et très souvent des rimes. Les thèmes abordés par les troubadours, c'était souvent les histoires d'amour et les gestes chevaleresques. Alors, ils avaient plusieurs types de formats. Ils avaient donc les chansons de gestes, qui étaient généralement composées de 5 à 6 couplets, donc tous écrits en rime, et qui étaient généralement des récits héroïques, etc. Il y avait également l'aubade, qui mettait en scène une séparation entre deux amants qui ne voulaient pas se faire surprendre en fait, et du coup devaient se séparer le matin venu, à l'aube en fait, d'où le mot aubade. Il y avait la sérénade, donc c'était une complainte amoureuse d'un chevalier pour sa dame. Et il y avait encore la ballade, qui elle était une chanson destinée à être dansée. Bon, il y en a d'autres, mais on va pas tous les faire. Voilà donc qui étaient les troubadours. Compositeurs, poètes, musiciens, interprètes de leurs propres œuvres parfois. Bien loin de l'amuseur public avec le chapeau à grelots et les choses bariolées qu'on imagine souvent. Après avoir galéré sur une départementale, on arrive enfin à Guise.
Je suis en route vers le château de Guise, que je n'avais pas eu l'occasion de visiter lors de mon dernier passage ici, il y a 5 ans. Enfin, plutôt 6 ou 7 à vrai dire.
On arrive sur l'Eurovélo, l'axe vert, ou voie verte. Bon voilà, après avoir passé la journée à Guise et avoir visité le Familistère et le château. Ah le château, magnifique, franchement un vrai plaisir. On se remet en route tous les deux parce que le copain s'est arrêté à Guise. Et donc voilà, là on se remet en route vers Hirson. Donc l'Eurovélo, c'est la voie sur laquelle on a commencé il y a 2 jours, 3 jours, bref lundi. Voilà. Je voulais dire que le château de Guise, c'est vraiment une super découverte parce que il y a vraiment des petits chemins un peu partout en fait. C'est plein de galeries, franchement, je vous recommande d'y aller. C'est plein de galeries et moi qui suis un fan des espèces de terriers comme ça et en plus des châteaux forts, c'était vraiment un peu une claque et vraiment un moment très agréable. Par exemple, pour faire un parallèle, j'aime beaucoup les histoires et les albums de Claude Ponty parce que sur une image, il y a plein de petits détails et notamment quand on voit une coupe d'un habitat d'un de ses habitants, on voit sans arrêt des petits passages secrets, etc. Et ça, j'adorais quand j'étais gamin et encore aujourd'hui. Et j'ai un peu retrouvé ça en fait dans le château de Guise, ce côté tu rentres par un endroit, puis en fait ça te fait sortir à un autre endroit et en fait entre temps il y a des tunnels qui t'emmènent ailleurs et puis en fait c'est emberlificoté dans tous les sens et c'est vraiment chouette. Alors tout à l'heure je vous ai parlé un peu plus en détail des troubadours et des trouvères. Maintenant je voudrais continuer à parler des conteurs à travers le monde. On va se diriger vers l'Asie et plus précisément vers le Rajasthan. Alors au Rajasthan, il y a un système de castes. Il y a les Rajputs, il y a, je vais en citer que 2 parce qu'il y a les Rajputs qui sont un peu les classes dirigeantes. Et je dis c'est peut-être pas exactement ça, hein. Je suis pas un expert, mais voilà, c'est peut-être pas exactement ça, mais voilà. Et ceux dont je vais parler aujourd'hui, c'est une caste de conteurs qui s'appelle les Chalan. Et alors les Chalan, en fait, c'est des conteurs qui ont pour mission c'est une caste qui est considérée comme divine. Et en fait, la mission en fait des Chalan, c'est de tenir un peu les légendes du peuple. Donc en fait, les Chalan, pas tous, mais c'est une caste de nomades qui va voyager, arriver dans les villages. Il va y avoir un côté un peu spectacle, un peu un peu de l'itinérant qui arrive dans un village, c'est l'attraction en fait. C'est quelqu'un de nouveau, allons voir ce qu'il fait, allons voir ce qu'il dit. Il va conter les légendes du peuple, et donc ainsi elles vont pouvoir se transmettre. Et ils vont aussi avoir un rôle de généalogiste. Donc c'est eux qui vont enregistrer que dans tel village, il y a telle personne qui est décédée, il y a telle personne qui est née, et ainsi de suite. Et ça va en fait permettre, eux ils ont des registres, et en fait c'est grâce à leurs registres qu'on a pu retrouver en fait que, par exemple il y a eu je ne saurais pas comment dire, mais en gros des gens qui vivaient selon un précepte d'égalité totale, où il n'y avait plus de nobles, de pauvres, etc. Tout le monde était égal, et donc c'est une philosophie qui s'appelle la philosophie des 29, parce qu'ils ont 29 règles principales. Alors, selon les moments, ça évolue, etc. Mais globalement, ils ont 29 règles. Et notamment, l'une des règles, c'est de protéger les arbres. Et en fait, un jour, un Maharaja a décidé, un empereur, je ne sais plus, a décidé de venir couper les arbres de la forêt qui avait été créée par les 29. Parce qu'ils avaient fait plein de villages tout autour, et en fait, ils avaient l'une des règles, c'est quand quelqu'un naît, tu plantes un arbre et tu entretiens l'arbre. Et donc, il y avait des arbres nulle part. Cet empereur voulait se faire bâtir un palais dans lequel il voulait faire des fresques avec de la chaux. Sauf que pour faire la chaux, évidemment, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du bois.
Sauf que c'est dans un désert, il n'y a pas forcément de bois. Et donc le seul endroit où il a trouvé du bois, c'est dans la forêt des 29. Et quand son armée et ses bûcherons sont arrivés, qu'il y avait quelques hommes armés avec, sont arrivés dans la forêt des 29, et en fait les 29 ont commencé à s'attacher aux arbres. Et du coup, ils sont tombés en fait sous les coups des haches des bûcherons. Et à peine un des 29 venait mourait, que quelqu'un d'autre venait et protégeait un arbre, encore un arbre de plus, et ainsi de suite. Et comme ça, il y a eu, je sais plus, mais ça a été un massacre, hein, c'est dans les 300 morts, ou, je dis peut-être une bêtise, hein, c'est peut-être beaucoup plus, c'est au minimum 300, je crois que c'est 300. Et du coup, ça a fait grand bruit parce que du coup, on sait le nom des gens qui sont morts grâce aux Chalan qui, eux, avaient la généalogie de ce peuple-là, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le rôle des Chalan. Et les Chalan, en fait, ils considèrent que, parce que souvent dans les castes, dans les Rajputs par exemple, ils vont pas tous se considérer égaux. Tu vas avoir les Rajputs certains Rajputs qui vont trouver que d'autres sont inférieurs. Et en fait, chez les Chalan, on considère qu'à partir du moment où tu fais partie des Chalan, tu es égal. Tu es l'égal de tous, en fait. Et donc voilà, et donc ça, c'est les Chalan qui vivent au Rajasthan et qui ont beaucoup été dans le désert, enfin qui ont beaucoup sillonné le désert de, je ne me souviens plus, c'est peut-être le désert de Gobi, peut-être, je ne sais plus. Voilà, donc ça, c'était les Chalan. Oh, j'ai trouvé des cynorhodons ou églantines selon l'endroit où vous vous trouvez. Hop. Donc c'est des petites baies qui ressemblent à ça. Alors c'est très bon, par contre, quand on les mange, il faut faire attention parce que les petits poils, les petites graines qui sont à l'intérieur ont des poils et c'est du poil à gratter en fait. Donc l'idéal, quand on en a un comme ça, c'est là il est bien fait, donc on peut le mettre comme ça et aspirer. Et c'est pas mal. Alors, il faut en trouver beaucoup avant d'avoir quelque chose de consistant, mais pas mal. C'est avec ça on fait de la confiture, comme je disais, églantine, etc. Elle a vraiment déboulé, mais juste devant moi, quoi. Et puis elle était tranquille, hein, elle n'était pas affolée, elle était un peu pépère, quoi. Elle sautillait. C'est trop drôle, ça. Alors, il y a, donc toujours en Asie, il y a un autre type de compteur dont je voudrais parler. Plutôt que type de compteur, c'est plutôt une manière de compter. C'est le Kamishibai. Ma prononciation n'est peut-être pas forcément exacte, hein, mais bon, je ne parle pas japonais. Le Kamishibai, c'est assez connu de nos jours quand même dans les écoles et les bibliothèques parce que c'est assez simple d'utilisation. Le concept est assez simple. C'est apparu, je crois, aux alentours des années 1900, ça a commencé à devenir assez populaire. Et c'est tombé un peu en désuétude dans les années 1950 avec l'arrivée de la télévision, bien entendu. Donc le Kamishibai, c'est... Le concept, il est très simple, c'est un théâtre en bois qui s'ouvre. Et en fait, les spectateurs voient une image et la personne qui raconte l'histoire, elle, a du texte de son côté. Donc en fait, vous imaginez une feuille blanche. Voilà, de ce côté-là, il y a une image. Et de l'autre côté, donc le côté du conteur, il y a le texte. Alors, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup comme ça, de cette manière-là, parce que finalement, le fait d'avoir le texte, ça permet... C'est comme lire un livre, mais sans avoir à tenir le livre à bout de bras et puis en fait à lire à moitié, puis en regardant son public. Enfin, c'est quand même pas super évident de lire un livre à une classe par exemple, ou à des enfants, ou à qui que ce soit en fait, parce que l'idée c'est aussi de montrer les images. Et donc le Kamishibai qui court-circuite un peu ça en fait, ce côté de galérer avec son livre. Voilà, on a vraiment l'image, le texte, ça. Mais à la base,
s'il y a un texte, c'est pas parce que les conteurs connaissent pas leur histoire, c'est pour éviter. En fait, ça permet de diffuser des histoires bien précises, avec une manière de raconter bien précise. En fait, le conteur, il va dérouler son histoire, et si jamais il ne se souvient plus, il va jeter un œil, et là, il se souviendra exactement des mots exacts, en fait. Et c'est là, c'était une manière aussi d'avoir une personne qui crée une histoire, et l'histoire est racontée un peu respectée à la lettre, là où dans l'oralité, chacun s'approprie un peu l'histoire, et du coup, on va jamais l'entendre deux fois, enfin, on va l'entendre raconter deux fois par la même, par des personnes différentes, ce sera pas exactement la même, il y aura des variantes. Et donc voilà, ça permet de rester un peu, d'enfermer en fait l'histoire dans une manière, dans des mots, etc. Bon, je dis enfermer, c'est pas négatif, hein, c'est juste une manière de concevoir l'histoire. Et donc l'histoire qui a popularisé le Kamishibai, c'est la petite chauve-souris aux ailes d'or. Alors, ne me demandez pas de la raconter. J'ai essayé de chercher un peu partout où est-ce que je pouvais trouver cette légende, je ne l'ai jamais trouvée. Aujourd'hui, la petite chauve-souris aux ailes d'or, c'est devenu un héros c'est devenu un super-héros en fait, je dis pas de bêtises. Hein. Ogonbat, qui... bon, c'est un super-héros quoi. Et donc, les conteurs en général, ils avaient leur vélo, une petite charrette, et sur leur charrette, ils avaient leur théâtre en bois, leur feuille de Kamishibai, donc voilà, un feuille de papier, hein, tout simplement. Et ils arrivaient dans les villages, et ils contaient leur histoire. Et donc c'est ça qui a vraiment popularisé le Kamishibai. Et donc comme je le disais tout à l'heure, le Kamishibai est un peu tombé en désuétude au moment où la télé est arrivée, et les Japonais surnommaient, donc là on est au Japon, hein, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais les Japonais surnommaient la télé le Denki Kamishibai. Alors, prononciation encore une fois, hein. Le Denki Kamishibai qui signifie le Kamishibai électronique. Voilà, parce qu'il y a toujours l'idée de l'image qu'on voit, et puis le son derrière. Voilà. Et bon, je trouve ça rigolo. Donc voilà pour le Kamishibai, qui est une manière en fait de compter qui aujourd'hui est reprise beaucoup, qui est assez populaire et assez connue, assez commune. Voilà. Bon, j'ai réussi à me trouver un petit spot sympa pour la nuit. Là, je vais me poser, je vais manger. Au menu, j'ai du pain que j'ai acheté tout à l'heure. Mon éternel mélange de graines de rando. Avec le pain, je vais mettre des petites choses que j'ai récoltées. Donc il y a de l'ail des ours, des feuilles, des boutons d'ail des ours et du pissenlit que je vais mettre avec le pain. Et le meilleur pour la fin, du chocolat, parce que c'est bon le chocolat. Kermiton a l'air séduit aussi, il a l'air d'attendre impatiemment qu'on mange. Sur ces mots, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera pour demain. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour suivre les nouvelles aventures et la suite de celle-ci. Parce que oui, il y en aura bien d'autres. Sachez qu'il y a un gros projet qui est en préparation pour cet été, un gros projet randonnée, qui sera également filmé.